Pierre Menton, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes docteur en biologie, chercheur à l'INSERM, et vous êtes le spécialiste reconnu du sel en France. Je voudrais vous poser quelques questions concernant le sel. En tout premier lieu, je voudrais vous demander, historiquement, comment a évolué la consommation de sel? Alors, la consommation de sel, il faut le voir sur le très long terme, quoi. Tout d'abord, l'espèce humaine est la seule espèce de mammifères terrestres qui consomme des quantités de sel supérieures à ses besoins physiologiques. Et ce phénomène-là, donc, est très spécifique de l'espèce humaine, parce qu'on ne retrouve dans aucune autre espèce, mis à part éventuellement certaines espèces domestiquées, dont on fait profiter cette mauvaise habitude, je pense aux chats, aux chiens, des choses comme ça. Ce phénomène est très récent en termes évolutifs. C'est-à-dire que l'espèce humaine, jusqu'au début de l'agriculture et de l'élevage, à ma connaissance, n'a jamais consommé de sel ajouté dans les aliments. C'est également le cas des populations de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, où les observations faites dans ces populations montrent qu'il n'y a pas d'utilisation de sel ajouté. Donc on a un phénomène qui apparaît réellement avec le début de l'agriculture et de l'élevage, donc il y a 10 000 ans, et qui débute il y a 10 000 ans, et progressivement, donc, durant les dernières milliers d'années, pour aboutir ensuite aux différentes étapes plus récentes, au cours des dernières centaines d'années, pour arriver à la consommation de produits transformés tels qu'on l'observe aujourd'hui. Et c'est sur cette période très récente en termes évolutifs que la consommation de sel dans l'espèce humaine s'est élevée très au-dessus des besoins physiologiques de l'organisme. Alors, peut-être un chiffre quand même, si c'est possible, oui, pour vous donner une petite idée quand même de l'amplitude du phénomène. Les besoins physiologiques de l'organisme humain, c'est inférieur à 1 gramme de sel par jour et par personne. Ça, quelles que soient les conditions de vie des individus, grossesse, activité physique, température élevée ou n'importe quoi. Or, actuellement, donc, la consommation de sel, et encore une fois, c'est vrai depuis quelques milliers d'années, typiquement, donc, est 5 à 10 fois supérieure à cette valeur-là, en moyenne, dans les populations humaines, avec une grosse différence, une grosse dispersion d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que c'est 5 à 10 fois en moyenne supérieur aux besoins physiologiques, mais d'un individu à l'autre, ça peut être beaucoup moins ou beaucoup plus. Voilà la situation aujourd'hui, telle qu'elle est et qu'elle est perdue. D'accord. Quelles sont les répercussions sur la santé du taux de sel actuel? Alors, ces surconsommations de sel par rapport aux besoins physiologiques, il faut voir qu'elles sont également chroniques au cours de la vie des individus. C'est-à-dire que la surconsommation débute dès que le jeune enfant n'est plus allaité au sein maternel, puisque le lait maternel, comme tous les aliments naturels, contient très peu de sel. Donc, à 3 mois d'âge en moyenne, en France par exemple, vous avez donc une surconsommation de sel qui débute avec la consommation déjà d'aliments bébés divers et variés, et qui va ensuite s'accentuer chez l'adolescent jusqu'à l'adulte avec la consommation des aliments habituels que l'on trouve à la vente. C'est cette exposition chronique à la surconsommation de sel tout au long de la vie, et donc qui débute très tôt, encore une fois, au cours de la vie, qui va donc produire chez certains individus plus que chez d'autres en fonction de leur patrimoine génétique, et en fonction des autres paramètres environnementaux et de mode de vie qui interviennent dans le développement des pathologies, un certain nombre, qui va favoriser un certain nombre de pathologies. Donc un excès chronique de sel, typiquement, donc, ça va avoir des effets cardiovasculaires très prononcés. Donc on peut citer évidemment l'hypertension, c'est vraiment quelque chose de très très fort qui a été reconnu très tôt. Plus on consomme de sel, plus le risque d'hypertension est élevé. Mais aussi donc, un certain nombre de problèmes cardiovasculaires liés ou pas à cette hypertension. Par exemple, rigidification artérielle, par exemple, hypertrophie ventriculaire gauche dans le cœur, éventuellement problèmes rénaux, où là vous avez des effets directs aussi
du sel, de cet excès de sel, quoi, sur la paroi vasculaire et avec des effets induits. Tout cela concourt à augmenter le risque cardiovasculaire, hein, c'est-à-dire le risque d'accident cardiovasculaire, infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Ça, c'est vraiment l'effet santé majeur de cette surconsommation chronique de sel. Il y a aussi d'autres effets induits qui sont bien étudiés également, dont on parle moins, mais qui sont néanmoins assez fréquents dans la population. Hein, c'est les problèmes osseux de déminéralisation, puisque donc, un excès chronique de sel, en favorisant la perte chronique de calcium dans les urines, va favoriser la déminéralisation osseuse, donc ce qu'on appelle l'ostéoporose. Et ce phénomène-là donc, est très clairement présent donc, et favorisé par cet excès chronique de sel. Vous avez, de manière plus anecdotique, mais enfin quand même, lié au même phénomène d'augmentation de la calciurie, donc du calcium dans l'urine, donc une augmentation du risque de calculs rénaux. Bon, tout ça concerne quand même pas mal de personnes également, hein, que ce soit l'ostéoporose ou les calculs rénaux. Hein. Et puis ensuite, bon, vous avez d'autres types de relations qui ont été, de problèmes de santé qui ont été liés à l'excès chronique de sel, mais c'est, disons, moins documenté, et surtout, il y a moins d'essais d'intervention, donc c'est pratiquement seulement des études épidémiologiques, d'observation, donc qui sont très suggestives, mais dont le niveau de preuve, à mon avis, n'est pas aussi élevé que ce qu'on a pour les problèmes cardiovasculaires et les problèmes osseux. Bon, le seul que je citerai, c'est quand même la relation très forte entre consommation de sel et fréquence du cancer de l'estomac, où apparemment il y aurait une synergie entre les infections à Helicobacter et la surconsommation de sel pour créer une sorte d'inflammation chronique de la muqueuse gastrique, favorisant le développement du cancer de l'estomac. Voilà, en gros, quoi, les problèmes de santé qui peuvent être liés à la surconsommation chronique de sel. A-t-on des preuves formelles de cet impact du sel sur la santé? Alors, c'est ce que je viens de vous dire en résumé. Alors, c'est important que je vous rappelle que là, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est pas mon point de vue en tant que scientifique. Bon, moi, j'ai travaillé un petit peu sur le sel, pas seulement sur le sel, c'est même pas mon sujet de recherche principal. Ce que je vous ai donné comme indication à l'instant sur les problèmes de santé liés à l'excès de sel, c'est la conclusion des expertises collectives qui ont été réalisées sur le problème de l'excès de sel depuis 1969. Donc vous avez plus d'une quarantaine maintenant d'expertises collectives qu'on appelle, hein, donc un groupe d'experts qui se réunissent, typiquement 10, 20 experts, qui vont se réunir à un moment donné pour faire le point des connaissances sur un sujet particulier. Ici, c'est l'excès de sel. Donc la première en date, c'est 1969 aux États-Unis. Et depuis, donc, il y en a eu plus d'une quarantaine à travers le monde, y compris en France, puisqu'on en a eu au moins une en France, par l'AFSA en 2002. Donc c'est très simple. Vous avez ici un problème de santé publique pour lequel il y a un consensus scientifique total. Autrement dit, sur toutes les expertises collectives qui ont été réalisées à ce jour, toutes, sans exception, ont abouti à la même conclusion. Autrement dit, l'excès de sel chronique est nocif à la santé en induisant les problèmes de santé dont on vient de parler à l'instant. Les populations humaines consomment trop de sel par rapport aux besoins physiologiques de l'organisme. Il est nécessaire de réduire la consommation de sel. Voilà. La conclusion, à chaque fois trouvée par ces groupes d'expertise collective, donc on est dans une situation qui est quand même, je dirais, très marquée, quoi, très claire et nette, qu'on ne retrouve pas forcément partout, hein, même dans le secteur alimentaire, où parfois c'est un peu moins marqué. Ici, on a vraiment un consensus scientifique sur les relations entre l'excès chronique de sel et un certain nombre de problèmes de santé fréquents dans les populations. Donc, on est dans une situation particulièrement favorable, on pourrait croire, pour essayer de faire évoluer un problème de ce type, par exemple, vous voyez, qui est bien circonscrit et pour lequel l'évidence scientifique est vraiment parfaitement claire, quoi. Quels sont les principaux aliments responsables de l'excès de sel en France? Alors, pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux, c'est à peu près la même chose chaque fois que ça a été étudié, à quelques variantes près, mais en gros c'est la même chose. Alors ça dépend de deux choses, c'est la teneur en sel des aliments et la quantité d'aliments consommés, évidemment.
Donc ce n'est pas forcément les aliments plus salés qui fournissent le plus de sel, puisque ce n'est pas forcément les aliments plus salés dont on consomme les quantités les plus importantes. Donc lorsqu'on tient compte de ces deux paramètres, on peut faire un tableau où on voit les principales sources de sel dans l'alimentation. Alors une chose importante, c'est que ce sont les mêmes chez l'adulte et chez l'enfant, l'enfant au moins entre 3 et 15 ans. Donc en gros, on a à peu près donc, les mêmes sources de sel qui dans l'ensemble de la population pratiquement. Alors, on peut citer le pain, ça c'est une source majeure, hein, c'est la première source de sel dans l'alimentation, puisque à cause des teneurs en sel dans le pain qui sont pas négligeables, mais surtout de la quantité de pain consommée en moyenne chaque jour par la population, on a un apport en sel qui est de l'ordre de 1/4 de l'apport journalier, rien que pour le pain. Donc pain et acidité, enfin, tout ce qui est produit de ce type. Ensuite, charcuterie, fromage, bon ça c'est quand même assez connu, évidemment c'est des produits salés, mais disons que les gens consomment un petit peu moins quand même que le pain. Et puis il y a aussi des choses qu'il ne faut pas oublier, alors les soupes industrielles, tout ce qui est soupe industrielle, qui sont extrêmement salées, alors que les soupes évidemment contiennent très peu de sel si on n'en rajoute pas. Et puis, alors beaucoup moins connu, et joue un rôle important en particulier chez les enfants, mais aussi chez l'adulte, tout ce qui est produits sucrés. Hein. Donc pâtisserie, viennoiserie, glace, enfin tout ce qui provient de la boulangerie ou de la pâtisserie, on va dire, contient du sel. Et cet apport n'est pas du tout négligeable, hein, en particulier chez les enfants, quoi. Bon, en gros, là, vous avez, si vous rajoutez à ça aussi évidemment ce qui est produit combiné, hein, évidemment, par exemple, un sandwich, c'est évidemment une combinaison de pain, souvent de fromage, charcuterie, des choses comme ça. Donc vous aboutissez en gros avec tout ça, et sans oublier quand même les plats cuisinés aussi, qui sont quand même assez souvent très salés, plats cuisinés, barquettes à cuisiner, prêts à consommer et prêts à cuire. En gros, vous avez plus de 60%, plus des 2 tiers de la consommation journalière de sel, quoi. Après, le reste, c'est saupoudré entre différentes multitudes d'aliments que l'on peut consommer, quoi. Enfin, voilà les principaux postes qui fournissent donc cet excès de sel alimentaire, quoi. Donc, ce n'est pas la salière que la personne voit, les apports reconnus par la personne qui sont ses principales sources de sel. C'est pas la salière du tout, puisque donc, lorsqu'on fait les calculs, donc, ça a été fait en France et dans les autres pays c'est la même chose, sur les apports en sel totaux par 24 heures, on s'aperçoit que le sel ajouté par le consommateur lui-même, donc à table ou dans sa cuisine, c'est, disons, au maximum 20% de l'apport journalier. Donc 80% de l'apport de cet excès de sel, c'est du sel qui est ajouté par le secteur agroalimentaire, hein, d'une manière ou d'une autre, dans des aliments qui, naturellement, contiennent très peu de sel. Voilà. Donc la situation actuellement, c'est une habitude alimentaire qui est une habitude alimentaire, il faut bien la situer, c'est une habitude alimentaire, plutôt, c'est une habitude du secteur agroalimentaire plus qu'une habitude du consommateur, puisque, encore une fois, ce n'est pas le consommateur qui ajoute cet excès de sel dans son alimentation, c'est le secteur agroalimentaire qui ajoute ce sel dans les aliments que le consommateur consomme. C'est différent, hein. Une consommation d'alcool ou de tabac, par exemple, peut quand même, est en général plus dépendante du consommateur, qui décide ou non de fumer ou de boire. En ce qui concerne l'excès de sel, et c'est la même chose pour l'excès de sucre ou de graisse, enfin, tous ces problèmes de déséquilibre nutritionnel, si mauvaise habitude il y a, c'est bien du secteur agroalimentaire. Hein. Bon, évidemment, il y a aussi des déviances individuelles où des gens vont consommer en quantité anormale certains aliments de manière complètement déséquilibrée. Mais fondamentalement, le problème fondamental, c'est des aliments qui, proposés à la vente, avec pratiquement très peu d'alternatives, hein, tout le pain que vous pouvez trouver actuellement, il contient du sel, quoi. Pour trouver du pain sans sel, il faut vraiment... c'est quasiment impossible. Donc, vous avez donc une offre alimentaire qui est complètement déséquilibrée, en particulier en teneur en sel, et c'est bien le secteur agroalimentaire qui est responsable de cette situation, plus que le consommateur. Est-ce que les aliments comme le pain, le fromage ou les charcuteries ne sont pas obligatoirement fabriqués avec du sel? Alors, l'utilisation du sel dans un certain nombre d'aliments, on l'a vu, hein, est très ancienne, parfois ça remonte à plusieurs milliers d'années. Hein.
Donc c'est le cas justement dans les formules de charcuterie fromage, dont certaines recettes datent de quelques milliers d'années, où il y avait déjà du sel, qui à l'époque, c'est vrai, servait plutôt de conservateur, hein, mais donc ce sel évidemment on va le retrouver dans les aliments, hein, que ce soit végétaux ou animaux. En ce qui concerne donc il est évident pour des produits qui ont une base bactériologique qui intervient au moment de leur fabrication, au moment de leur conservation, les teneurs en sel jouent probablement un rôle dans l'équilibre du produit en tant que tel. Alors cela étant, alors ça, de mon point de vue, ça concerne les fromages et les charcuteries. Ça ne concerne pas le pain, puisque le pain, historiquement, il y a eu une période où il n'y avait pas de sel dans le pain. Aujourd'hui, il y a des régions dans le monde où on fabrique du pain sans sel. Donc ça, pour le pain, il n'y a aucune raison technologique d'utiliser du sel. Pour le fromage charcuterie, le sel probablement intervient dans l'écologie bactérienne du produit, mais il y a deux bémols qu'on peut apporter. C'est un, quid de la chaîne du froid, hein, puisque à la limite, un saucisson, il suffirait de le garder au réfrigérateur, on garde bien des choses au réfrigérateur, on ne peut pas garder éventuellement des produits de ce type au réfrigérateur. Bon, ça permettrait probablement de diminuer les teneurs en sel. Mais même sans parler de la chaîne du froid, lorsqu'on regarde actuellement donc pour un même produit, donc un même produit type, un fromage type par exemple, un camembert, j'en sais rien, vous vous apercevez qu'il y a une variabilité des teneurs en sel qui est considérable d'un produit à l'autre. Ce qui indique qu'il y a des marges de manœuvre, puisque si à partir du moment où le produit existe, c'est qu'il n'y a pas de problème bactériologique majeur, sinon ça se saurait. Donc du coup, si vous voulez, il y a bien des marges de manœuvre, elles sont quand même importantes, puisque le rapport de l'AFSA en 2002 fait état de variations de l'ordre de 3 à 4 dans les teneurs en sel pour un même produit, dans ce secteur fromagerie-charcuterie. Donc ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre énormes qui sont apparemment pas utilisées. Donc, cela étant, fondamentalement, si vous voulez, effectivement, ces fromages charcuterie, à la différence du pain, sans sel du tout, je ne sais pas si ça sera encore du fromage ou de la charcuterie. Donc à ce niveau-là, il faut faire intervenir évidemment les fréquences de consommation. C'est-à-dire que c'est des produits qui devraient être consommés sur une base irrégulière et non pas régulière. Une ou deux fois par semaine, je pense que ça ne tuerait personne. Tous les jours, systématiquement, ça a probablement des effets nocifs sur la santé. Quelle serait la dose quotidienne de sel idéale? Alors c'est simple, c'est les besoins physiologiques de l'organisme, donc qui ont été évalués très simplement, puisque c'est pour quelqu'un qui consomme des aliments sans sel ajouté, c'est donc le sel qui provient des aliments qui est naturellement présent dans les aliments. Et cette quantité de sel correspond à peu près à 1 gramme de sel par jour pour un adulte de 70 kg. Donc voilà la consommation de sel physiologique qui répond aux besoins physiologiques et aux pertes obligatoires qu'on va retrouver au niveau de la sueur, de l'urine, etc. Donc il faut effectivement un peu de sel, mais qui est naturellement présent dans les aliments, hein, pour répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Donc c'est tout simplement les aliments naturels qu'on peut consommer, quoi, tout simplement. Donc le sel en tant que tel, il n'y a aucun besoin de rajouter du sel dans l'alimentation. C'est d'ailleurs, encore une fois, c'est le cas pour tous les mammifères terrestres, et ça a été le cas pour l'espèce humaine jusqu'à relativement récemment, donc avant l'apparition de l'élevage et de l'agriculture. Et quelles sont les recommandations officielles qui permettent de certainement apporter un bénéfice à la santé? Alors, donc ça par rapport à l'objectif des besoins physiologiques de l'organisme, donc 1 gramme de sel par jour, qui évidemment sont des réalistes, bien évidemment, hein, puisqu'on a une consommation moyenne de sel actuellement dans les pays industrialisés qui est de l'ordre de 8 à 10 grammes. Bon, en France, c'est 8,5 grammes en moyenne. Vouloir atteindre une valeur de 1 gramme par jour, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pourquoi les agences de recommandation, nationales, européennes ou internationales, ont toutes émis des recommandations qui sont des objectifs à moyen terme, c'est ce qui est dit, hein. Donc justement, comme l'objectif des besoins physiologiques n'est pas atteignable par rapport au niveau actuel, donc c'est des objectifs à moyen terme pour progresser dans la bonne direction, quoi. Et donc tout à fait arbitraire, hein. Mais donc en gros les chiffres sur lesquels les agences se sont arrêtées, c'est 5 ou 6 grammes selon les agences, hein, de sel par jour et par personne à ne pas dépasser.
Voilà, donc c'est les recommandations actuelles. Par rapport aux 8 grammes ou 10 grammes de consommation moyenne que l'on observe actuellement, ça représente quand même donc une bonne diminution de 40 à 50% par rapport au niveau actuel, ce qui est déjà considérable. Et un taux de 5 à 6 grammes apporte réellement un bénéfice sur la santé? Oui, puisque donc, 5 à 6 grammes, donc une diminution de 40 à 50% par rapport aux consommations actuelles de sel, on montre, les études d'intervention montrent très clairement que ces diminutions de sel, d'une amplitude de ce type, va se traduire par des diminutions de pression artérielle et de risques cardiovasculaires, et de problèmes osseux tels que ceux qu'on a cités tout à l'heure, qui sont tout à fait importants, et qui peuvent être quantifiés. Donc ça a été quantifié en termes de morts évitables, ça a été quantifié en termes de réduction des dépenses de santé, donc pas mal d'études qui ont quantifié ça. Donc après les chiffres précis c'est difficile, comme vous le savez c'est plutôt des ordres de grandeur qu'il faut avoir dans des cas comme ça. Typiquement par exemple, les chiffres qui semblent ressortir, c'est que l'ajout de sel dans l'alimentation, tel qu'il se fait actuellement, en sus du sel qui est naturellement présent dans l'alimentation, c'est un problème de santé publique qui serait comparable en amplitude de nombre de malades ou de morts à peu près au problème du tabagisme ou de l'alcoolisme, donc à quelques dizaines de milliers de personnes dans un pays comme la France par an, avec des dépenses de santé qui sont évidemment en rapport avec ce nombre de personnes touchées. Donc, alors les dépenses de santé, ça a été estimé, pays scandinaves ou anglo-saxons, où donc si on fait une transposition pour donner quelques idées au niveau français, on aboutirait à des dépenses de santé liées à ce problème-là spécifique de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros par an. Donc de dépenses de santé occasionnées par tous ces problèmes de santé liés à la surconsommation chronique de sel. Que faut-il faire pour réagir face à ce problème de surconsommation? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il ne faudrait pas fixer les choses uniquement sur le sel, puisque le sel, c'est un des déséquilibres nutritionnels. Là, on a beaucoup parlé du sel, évidemment. Les estimations de dépenses de santé ou de nombre de malades ou de morts liés à l'alimentation, au déséquilibre nutritionnel, sont liés aussi au déséquilibre en type de glucides consommés, en type de lipides consommés également, et aussi une alimentation en général, par ailleurs très appauvrie à cause des modes de transformation des aliments naturels en éléments nutritifs qui ont en général des effets positifs sur la santé, vitamines, minéraux et autres. Donc c'est cet ensemble ces différentes caractéristiques d'une alimentation beaucoup trop transformée qui doit être pris en compte. C'est-à-dire que le problème de l'excès de sel en lui-même, essayer de lutter contre ce problème-là sans prendre en compte les autres problèmes alimentaires, n'aurait pas une énorme utilité, puisque les bénéfices santé obtenus par les améliorations que l'on pourra avoir sur la consommation de sel seraient limités de toute façon très vite par les autres déséquilibres nutritionnels que l'on va trouver. Donc le point important, c'est quand même de considérer l'alimentation, et c'est quelque chose de global, avec des effets santé qui sont importants, c'est-à-dire que le mode alimentaire joue un rôle majeur dans le développement des pathologies chroniques. C'est pas l'unique facteur qui intervient, il y a aussi d'autres paramètres comportementaux qui vont intervenir, mais disons que l'alimentation en général joue un rôle majeur. Et là, de mon point de vue, le seul discours que l'on peut avoir aujourd'hui face à l'offre alimentaire qui est proposée, qui est une offre donc pléthorique, hyper transformée, qui ne répond absolument pas aux besoins physiologiques de l'organisme, c'est de revenir, quand je dis revenir, il ne faut pas être nostalgique du passé, disons que c'est plutôt de repenser par rapport à une alimentation beaucoup plus basée sur des produits naturels, qui par définition sont beaucoup plus adaptés aux besoins physiologiques de l'organisme, puisque c'est avec ces aliments-là que l'organisme humain a évolué sur des périodes extrêmement longues, comme les autres espèces de mammifères. Et donc, vraiment, le seul conseil que l'on peut donner aux consommateurs d'une part, mais plus fondamentalement à la société, puisque c'est un problème sociétal, à mon avis, il peut être résolu collectivement et non pas individuellement, même si un consommateur particulier peut probablement résoudre en partie
ce type de problème en ce qui le concerne, s'il peut, en termes de temps et d'argent, mais c'est revenir à une alimentation donc beaucoup plus naturelle, physiologique, quoi. Donc des aliments beaucoup moins transformés, quoi. Beaucoup moins transformés. Et à ce moment-là, ben, par définition, ça résout une grosse partie du problème de l'excès de sel, des déséquilibres en glucides ou en lipides, ou des problèmes d'appauvrissement en micronutriments divers dans l'alimentation.